Et donc la diversité n'est pas égale au contact intergroupe. Et le moteur principal, c'est ce sentiment de cynisme. Quand le gouvernement ne propose pas de solution, peut être utilisé comme motivation par d'autres partis. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Jasper Vanhasse. Bonjour. Bonjour, enchanté. Jasper Vanhasse, tu es postdoc à la FWO ici en Flandre. C'est ton dernier mois à Gand, tu me disais. Oui. On est ici à l'Université libre de Bruxelles. Tu es chargé de cours au CESCOP, donc le centre lié à la psychologie sociale. J'oublie toujours parce que les lettres, c'est un petit peu long. Et tu donnes cours, voilà, ici à la faculté de psychologie, notamment en ce qui concerne la psychologie sociale, puisque c'est ta spécialité. Oui. Ça. Et tu te concentres surtout sur les enjeux, on va dire, liés aux politiques, les notions de radicalisation, les notions de polarisation, de relations intergroupes et tout ça. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc voilà, je disais, donc tu es chargé de cours ici à l'ULB. Comment est-ce que tu es arrivé dans ton parcours académique à t'intéresser à la politique? C'est une bonne question. Pendant mon doctorat, j'étais, disons, influencé par plusieurs chercheurs et chercheuses académiques, mais aussi non académiques, et j'ai eu beaucoup de liberté dans l'équipe de Gand pour vraiment élaborer sur la question politique qui m'intéresse. Et là, c'est aussi une question un petit peu d'historie. Donc les profs là-bas, Alain Vanil et Arne Rutz, ils sont très très forts en psychologie politique et on n'a pas beaucoup de centres qui focalisent ces thèmes-là en Belgique et même en Europe. Tu es tombé sur des professeurs qui aimaient beaucoup. Oui. Je connaissais pas cette notion de psychologie politique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est comme tu l'as dit il y a une minute, on est entre les sciences po et les sciences psychologiques. Et donc ce qu'on va faire, on utilise nos théories, nos cadres théoriques de la psychologie et de la psychologie sociale notamment pour les appliquer au niveau de la politique. Et donc, il y a plusieurs domaines de recherche là-dedans, mais souvent, on regarde les attitudes politiques parmi l'électorat, mais aussi les discours politiques parmi les politiciens et politiciennes. Et on essaye de comprendre le où et le comment et le pourquoi de tout ce qui se passe au niveau politique. Et donc, psychologie politique, toi tu fais la psychologie sociale. Est-ce que la psychologie politique, c'est obligatoirement la psychologie sociale ou bien est-ce qu'il y a des gens qui font des thérapies avec des politiciens et qui... Ah oui. Non, il y a plusieurs études qui par exemple font des analyses des discours des politiciens linguistiques alors plutôt. Oui, qui n'utilisent pas vraiment des cadres théoriques de la psychologie sociale, mais la plupart. Donc chaque année je fais une conférence, un colloque de psychologie sociale internationale, et là on se trouve un peu au milieu parce qu'il y a beaucoup de psychologues, mais il y a aussi beaucoup de politicologues. Et donc, on parle souvent des mêmes thèmes en utilisant d'autres théories, par exemple. Mais disons que pour moi, la psychologie sociale se focalise sur l'influence des autres sur nos comportements, nos pensées, nos attitudes, etc. Et donc, au niveau politique, on est souvent influencé donc par d'autres personnes. Et par notre environnement, tout ça. Et donc, voilà, tu disais... Tu as croisé sur ton chemin des professeurs qui s'intéressaient beaucoup à la psychologie politique. Est-ce que c'est seulement ça? Ou bien est-ce que c'est aussi le contexte politique ici en Belgique où tu t'es dit, ça m'intéresse, ça m'anime, c'est une force motrice, ça m'intéresse beaucoup? Oui. Je pense que en général, dans les médias, on se focalise surtout sur ce qui se passe aux États-Unis, mais notre contexte ici, en Belgique, est beaucoup plus riche, je trouve. On a plus que deux partis ou plus que deux options, et cette nuance qu'on peut ajouter dans notre contexte ici, ça m'appassionne vraiment, et ça me motive aussi de plonger là-dedans. On a beaucoup de partis colorés d'extrême droite jusqu'à extrême gauche. On a
disons les débats ou les tensions linguistiques aussi. Et donc il y a plusieurs choses à faire ici. Et donc oui, ça, c'était une de mes motivations aussi. Oui, oui. Oui, donc plus de nuances de gris dans les couleurs que, par exemple, effectivement, tu disais aux États-Unis où ils ont 2 options. Ouais. Donc voilà, parmi les sujets que tu as très fort recherché, il y a la question de ce qu'on appelle la polarisation. Et donc c'est un mot qui revient souvent quand on parle de politique dans l'époque actuelle. On parle beaucoup de silos idéologiques, de bulles idéologiques, etc. Alors je vais poser la question simplement pour commencer. Est-ce que on vit dans une société polarisée? C'est une question très très intéressante dont on n'a pas de réponse facile. Oui, ça c'est souvent les chercheurs. Ouais. Je pose une question simple et puis en fait, non. 12 questions. Donc si la question est, est-ce que la société de maintenant est polarisée, je dirais oui, plutôt oui. Plus qu'avant. Ça, c'est une autre question que même empiriquement, on n'est pas sûr parce que c'est vraiment, comme tu dis, un buzzword et je viens de parler des différences entre des domaines qui nourrissent la psychologie politique et même, par exemple, souvent les politicologues ont une définition un peu plus différente que nous en ce qui concerne la polarisation. Et moi, je dirais que oui, il y a tendance que il y a plus de polarisation, plus d'opinions qui vont dans les extrêmes, et on a plusieurs études qui montrent que ça peut être lié à d'autres choses plutôt contextuelles ou plutôt historiques qui ont un peu bougé nos attitudes. Mais donc, quand on dit tout cela, on doit aussi rendre en compte que peut-être il y a encore beaucoup de personnes au milieu qui n'ont pas d'opinion extrême, qui ne se trouvent pas tricher, c'est un grand mot, mais qui ont encore beaucoup de confiance dans nos institutions politiques, etc. Mais donc il y a beaucoup de bougements dans la société, de l'ambiance. Mais on va parler aussi des personnes qui sont un petit peu pas très politisées, pas très radicalisé, un peu au milieu, qui s'intéresse pas vraiment à tout ça. Mais donc, tu parlais des politologues en disant on n'a pas forcément la même définition, mais du coup, je vais poser la question, c'est quoi en fait la polarisation pour toi en tant que psychologue social? Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui se passe au niveau d'un groupe ou d'une société, par exemple, et ça veut dire que il y a plus de réponses extrêmes, quoi qu'on parle de support pour des partis extrêmes ou non, ou si on parle d'attitude en général, attitude envers la politique, attitude envers des personnes qui ne sont pas comme nous, par exemple. Et donc là, on voit quand même une croissance de plus d'opinions polarisées. Il y a aussi un autre cadre qui regarde plutôt l'individu. Et là, la polarisation, ce qu'on appelle la polarisation affective, c'est plutôt que nous, dans nos têtes ou dans nos pensées, nos attitudes, on fait une différence entre ceux et celles qui sont dans notre groupe et l'autre groupe ou des membres d'un autre groupe. Et on peut regarder n'importe quel groupe social, mais par exemple, aux États-Unis, quand on parle de polarisation, c'est plutôt toi, par exemple, qui trouve que parti A est beaucoup plus compétent et chaleureux et pas que parti B. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui se passe entre les individus. Mais donc, beaucoup d'autres personnes, on peut être polarisé dans notre propre système, dans notre propre soi. Et pour moi, j'utilise plutôt le favoritisme de l'autre-groupe comme terme pour vraiment utiliser pour décrire ce qui se passe dans nous. Donc, on favorise notre propre groupe et on trouve que notre groupe est le meilleur et beaucoup plus compétent, chaleureux, etc. C'est un point de vue de psychologue social finalement, c'est la nation, voilà, c'est ça. Oui. Mais donc il faut on comprend alors ce terme de polarisation comme on est de moins en moins au centre, pour dire ça comme ça, et on est de plus en plus avec des opinions
C'est quoi le mot que je vais employer? Une droite forte ou gauche forte et moins un truc au milieu un peu tiède qui parle à tout le monde. Voilà. Et donc, ok. Là, c'est marrant parce que avant de préparer cet épisode, pour moi, polarisation, ça voulait dire autre chose, mais c'est visiblement, j'avais complètement tort. Pour moi, ça voulait dire. Ah oui. pour moi, ça voulait dire que on avait une segmentisation de la société et que on avait plusieurs groupes qui se formaient et qu'on regardait tous l'autre groupe en se disant mais ils sont complètement fous, on n'arrive même plus à leur parler, on ne comprend pas comment ils peuvent dire ça et on est de plus en plus à une société fracturée, divisée. Et c'est comme ça que je l'avais compris, mais en fait, non, ça ne veut, c'est pas comme ça que tu Ça peut être un résultat, bien sûr. Et je voulais demander si je peux aussi poser des questions. Oui, Par bien exemple, sûr, ça m'intéresse très fort quand tu dis que tu avais une autre idée. Et donc, quand je parle de mes recherches avec mes amis, par exemple, tout le monde a sa propre définition. Par exemple, le mot polarisation, mais aussi d'autres mots que j'utilise beaucoup. Et ça c'est aussi très intéressant de regarder là-dedans et de voir comment les définitions se touchent, parce que pour moi, je pense que cette fragmentalisation de la société, ça peut être un résultat des attitudes plus polarisées. D'accord. Ouais. Et surtout la négativité et l'hostilité envers l'autre groupe ou des autres groupes, ça peut être un résultat de ce qui se passe au niveau de la polarisation. Oui, ok. Et donc, on va parler alors de cette négativité, ce cynisme, et donc tu dis que c'est le résultat de la polarisation. Qu'est-ce qui cause tout ça? Qu'est-ce qui fait que tout ça arrive? Et je posais la question tout à l'heure, est-ce que ça arrive plus qu'avant? Oui. Je pense le moteur principal de la polarisation, et c'est ça que j'ai, par exemple, avec mon collègue Olivier Klein et avec des personnes de Gand, on en a écrit un peu, on a fait quelques études aussi au niveau de la politique belgique, et le moteur principal, c'est ce sentiment de cynisme. Et le cynisme, c'est pas que la méfiance envers la politique ou envers des politiciens et politiciennes, c'est vraiment, il y a cette dimension disons, de méfiance, de colère, je veux dire, et vraiment un dégoût de ce qui se passe au niveau de la politique. Et donc, là, il y a des études plutôt sociologiques qui montrent que c'est vrai qu'il y a moins de confiance en politique qu'avant. Par exemple, je pense que Ipsos le fait aux États-Unis chaque année, et dans les années 60, c'était presque 70% des personnes qui ont confiance dans le gouvernement. Maintenant, ça a tombé. Je pense qu'on est à moins de 30%. Ouais. Aussi, quand on regarde d'autres dimensions ou d'autres indicateurs, il y avait j'ai oublié la source maintenant, mais il y a cette organisation de sondage qui aussi chaque année demande quelle est disons la formation ou la profession la moins digne, ou tu fais la moins confiance. C'était à nouveau à l'époque, c'était les vendeurs des voitures, et maintenant ce sont les politiciens, les politiciennes. Et donc tout cela ça n'arrive pas dans la vide. Il y a toujours d'autres influences au niveau socioculturel qui ont changé et qui peuvent aussi déterminer un peu ce cynisme. Mais donc ce cynisme-là, ça c'est selon moi ou selon nous le moteur de ce qu'on voit dans la société, des opinions plus extrêmes, des votes plus extrêmes, le succès électoral de certains partis, etc. Ok, donc les gens, de manière générale, sont déçus, n'ont pas confiance, et donc se disent, bon, il faut un changement fort, il faut pas quelque chose de tiède, de mou, il faut vraiment un changement radical. Oui. Et ça peut être à gauche, à droite. Est-ce que ça... alors, on parle aussi en sciences politiques d'extrême centrisme. Est-ce que on peut être polarisé comme étant fortement au centre, en se disant je veux quelque chose de... Oui. En théorie, c'est possible, mais je
je pense que surtout en Belgique, par exemple, le populisme, le cynisme, etc., est souvent lié avec des partis ou des politiciens qui sont en dehors du système et qui sont anti-établissement. Ouais, mais c'est tout à fait possible qu'il y a un mouvement politique qui se définisse dans le centre, mais qui dit on va changer des choses, on va plus faire, on va faire autrement que dans l'époque où ce que le gouvernement aujourd'hui fait, on n'est pas d'accord, on va changer, mais en restant politiquement en centre. Ouais. Même si là, il y a beaucoup de définitions différentes aussi. Il y a des, moi, par exemple, je pense que cette unidimensionnalité de gauche vers droite, c'est un peu, on va un peu trop rapide là-dedans et je pense qu'il y a beaucoup plus de nuances et beaucoup plus de dimensions aussi. Oui. On peut être populiste et en même temps conservateur. On peut être populiste et anti-changement. Enfin, on peut être, par exemple, plutôt à gauche au niveau socioculturel, mais au niveau économique, on peut être plutôt à droite, etc. Il y a des exemples. Ouais. Et donc, voilà, mais on va continuer là-dedans. Mais donc, tu évoquais donc ces sentiments de méfiance, donc le contraire de la confiance. On est très très fort déçu. On se dit que ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, une volonté importante de changement et donc polarisation. Est-ce que tu t'es intéressé aussi à la question de mais pourquoi est-ce que les gens sont déçus? D'où est-ce qu'il vient ce manque de confiance? Ah oui, c'est une bonne question. Dans mes recherches jusqu'à maintenant, j'ai pas encore fait des études qui regardent le cynisme par exemple comme résultat d'autres choses. Sans doute il y a des aspects de personnalité qui sont liés. On a aussi le cynisme non politique, donc en général, qu'on est plus cynique que l'autre. Cette méfiance, ça peut aussi être plus généralisée envers tout le monde, envers nos voisins, envers par exemple même nos amis ou des personnes qui sont dans notre propre groupe, dans nos réseaux. C'est pas forcément un phénomène strictement politique. Et non. Donc tu dis, tu n'as pas encore fait de recherche là-dessus, donc tu sais pas exactement si c'est un truc. Non, je pense qu'il y a des traits de personnalité, par exemple, qui nous rendent plus inclinés de supporter ou de devenir plus cynique au niveau politique. Il y aura sans doute aussi Mais ça explique pas une tendance sociétale, ça. C'est au niveau individuel. Peut-être que des problèmes économiques peuvent stimuler en général le cynisme ou stimuler le cynisme politique parmi quelques personnes, mais pas parmi d'autres. Donc, on a toujours cette interaction entre ce qui se passe au niveau personnel et au niveau sociétal, et la dynamique entre ces deux rend les choses très très intéressantes, je trouve. Ouais. Voilà, donc il y a certainement des explications pour ce cynisme, mais alors il faudrait plutôt en parler avec des gens qui travaillent dans le socio-économique, dans politologues, etc., pour regarder les tendances de ces 20, 30, 40 dernières années, expliquer un petit peu ce qui pourrait expliquer le déclin en termes de confiance. On soit de plus en plus méfiant. Mais je vais juste faire le lien avec autre chose, c'est que c'est pas ce manque de confiance, c'est pas réservé aux politiques, puisqu'on observe que c'est aussi, par exemple, les journalistes qui sont très forts critiqués, détestés, et tout ce qui est un petit peu au-dessus de la mêlée, médiatiquement, des gens qui ont de la visibilité, un sentiment anti-élite, en fait. Ah oui. Ça, c'est, quand on parle de populisme, il y a plusieurs dimensions là-dedans, et l'anti-élitisme, c'est une dimension très, très importante. L'autre, c'est, par exemple, qu'il y a deux groupes dans la société, le peuple et les élites. Et donc, et que la politique doit écouter le peuple et qu'il y a une volonté générale qui doit être exprimée par les politiciens et politiciennes, et disons la perception que ça manque maintenant, qu'il n'y a pas de représentativité, etc. etc. Et ce sentiment anti-élite, tu t'intéressais à savoir d'où ça vient? Oui. Dis-moi, je suis très curieux. Mais à nouveau, oui, c'est une question assez ouverte encore, je pense. Parce que beaucoup de personnes ici dans notre centre font des recherches aussi sur les théories du complot et pourquoi il y a certaines personnes qui ont tendance à croire beaucoup ou supporter, endorser des théories, et pourquoi
pas. On avait fait un super épisode avec Olivier Klein là-dessus. Donc, ah oui, voilà. C'est un grand spécialiste en la matière. Mais donc beaucoup de gens qui travaillent un petit peu sur tous ces sujets, mais donc spécifiquement sur le sentiment anti-élite. Tu as une explication? Une explication? Oui. À nouveau, ça peut être un peu un mélange de plusieurs facteurs. Je dirais pas que au niveau personnalité, mais ce sont des hypothèses qui, selon moi, n'ont pas encore été testées. Mais par exemple, le manque d'ouverture d'esprit, ça peut stimuler un peu disons, au niveau cognitif. En anglais, on dit closed-mindedness. Donc, on est vraiment, on s'enferme pour d'autres opinions, etc. Ça peut bien sûr inciter un petit peu plus ce sentiment anti-élitaire, etc. Alors, donc, je te sens très prudent, mais je vais proposer une théorie et tu vas me dire si ça te semble absurde ou si c'est possible, hein, parce que je te sens très prudent. Mais donc, close-mindedness, le fait d'être de plus en plus fermé d'esprit, donc ça favorise ce sentiment anti-élite, c'est très intéressant. Et donc, une évolution sociétale importante de ces 20 dernières années, c'est évidemment les réseaux sociaux. Et on a beaucoup parlé du fait qu'on a des algorithmes très puissants sur Facebook, TikTok, Instagram, etc. pour nous montrer des choses qui nous plaisent, des idées qui vont dans notre sens, qui peut-être renforcent alors cette idée de close-mindedness, on est de plus en plus fermé d'esprit quand on est confronté à une idée qui sort de ça. Et donc, sentiment anti-élite de ça, est-ce que ça te semble probable? Est-ce que ça te semble crédible? Oui, très probable. Ok, oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Même les études classiques montrent que sur la polarisation des groupes montrent que après une discussion, les gens en général, en moyenne, vont plus vers les extrêmes et vont être plus sûrs de leurs opinions parce que il y a cette dynamique aussi qu'on veut suivre les normes dans le groupe. Et si après un débat ou une discussion parmi des amis, etc., on voit qu'ils sont plus, par exemple, à droite ou à gauche, on va aussi essayer d'aligner avec le groupe ou les normes. Et en plus, il y a cette idée de connaissance, le plus d'arguments on reçoit. Moi, je connais pas tous les arguments, de certains partis, mais le plus que je parle ou le plus que je lis sur Facebook ou n'importe quel réseau, le plus que je deviens sûr, mais aussi le plus que je deviens extrême, par exemple. Et c'est vrai que ces études ont été faites dans les années 60 et 70, mais aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui stimulent, comme tu dis, les silos politiques. Et oui, c'est vrai que ça peut vraiment bloquer notre vision et on va essayer de confirmer. Donc, c'est le biais de confirmation. On va essayer de confirmer notre opinion et de ne pas regarder ou même ignorer qu'il y a d'autres opinions, qu'il y a d'autres, par exemple, papiers ou évidences qui montrent que notre opinion est peut-être pas complètement correcte. Ouais. Et est-ce que donc on dit voilà les silos, les bulles, on reste avec des gens qui ont des idées compatibles, des idées qui nous plaisent. Est-ce que alors ensuite on observe que dans la façon dont les gens construisent leur réseau social, leurs groupes sociaux en dehors des réseaux sociaux, donc dans la vraie vie, les gens à qui ils vont passer du temps, les gens à qui ils vont discuter, les gens qui vont voir, est-ce que on observe que ces 20 dernières années, on a shifté vers, on a shifté vers passer peut-être plus de temps vraiment en dehors des réseaux sociaux avec des gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous? Oui, il y a des études là-dedans ou là-dessus qui montrent que ce principe de homophilie, c'est vraiment on aime ce qui est comme nous. C'est un processus qui joue un rôle, par exemple, quand on cherche des nouveaux amis ou quand on commence, par exemple, à l'université à trouver notre propre réseau, etc., etc. Et donc, avec une doctorante, on est en train de regarder comment les climats idéologiques, donc comment les personnes qui sont importantes pour nous peuvent influencer nos propres attitudes politiques. Et donc, oui, c'est vraiment, on peut pas négliger ce qui se passe dans nos groupes ou dans nos réseaux qui sont importants, surtout les groupes d'amis et la famille.
ces deux silos, mais la famille, on peut pas vraiment choisir, mais ils ont une grande influence idéologique. Et tout cela encore plus quand, comme je viens de dire, on trouve que les normes de notre groupe sont importantes et quand on est fier de notre identité, par exemple, dans un certain, et on veut être comme eux, on veut nous exprimer comme ils et elles sont, etc. Oui. Donc, on disait une société avec de plus en plus close-mindedness, de plus en plus fermée d'esprit, homophilie. Donc, on veut rester avec des gens qui nous ressemblent. Ouais. On veut rester dans quelque chose qui correspond à la norme sociale du groupe dans lequel on est. Est-ce qu'alors ça veut dire que c'est de plus en plus dur pour les gens de trouver des amis puisqu'ils sont de plus en plus refermés sur leur propre fonctionnement, leurs propres idées? Oui, mais je crois quand même que après quelques minutes qu'on a rencontré quelqu'un nouveau, on peut déjà estimer. Ouais. Oui, il faut faire l'effort, ça c'est vrai. Mais bon, on soupçonne souvent, on perçoit souvent que quelqu'un a une idéologie ou disons une vision de monde un peu comme nous ou pas. Ou souvent on devient amis parce qu'on a un ami en commun, etc., etc. Donc comme ça, je pense pas que. Il y a des études, mais c'est surtout des sociologues qui ont trouvé que il y a plus de solitude aussi dans la société qu'avant et que on ne connaît pas beaucoup de personnes au-delà de notre famille et notre travail, notre lieu de travail. Et donc c'est ça la troisième dimension qui manque. Donc c'est vrai que les gens le moins au moins vont dans un parc par exemple juste pour lire ou pour s'asseoir et chill un petit peu. C'est vraiment quelque chose qui se passe moins souvent qu'avant. Et donc, il y a ce livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Bowling Alone. C'est un livre qui date des années 90, je crois même, mais qui montre que oui, la société est en train de changer quand même un petit peu. Et aussi, quand on est dans un groupe, je sais pas si maintenant je parle un petit peu de mes propres anecdotes, mais ça m'embête vraiment qu'il y a beaucoup de personnes sur leur téléphone, même si on est dans un groupe et on a une vraie conversation en vrai. Donc c'est quand même quelque chose bizarre, sans dire que c'est le moteur principal du cynisme ou de radicalisme ou populisme, etc. Ça participe. Oui. Ok. Donc on observe donc toutes ces évolutions vraiment au niveau sociétal. Je vais revenir sur donc le sujet d'aujourd'hui, à savoir la psychologie politique. Donc ce cynisme, qui est en partie lié à tout ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'il y a certains partis politiques, par exemple en Belgique, qui surfent un peu plus là-dessus que d'autres, et comment est-ce que qu'est-ce que tu observes à ce niveau-là? Oui. On trouve que le cynisme, c'est quand on regarde les prédicteurs des soutiens pour certains partis, on trouve que le cynisme, c'est le plus important pour certains partis. Et dans notre contexte politique, c'est souvent des partis d'extrême. Quand on a fait des études en Flandre, mais aussi aux Pays-Bas, et là, on trouve que le support pour les partis d'extrême droite, en Flandre, c'est Vlaams Belang, Partij voor de Vrijheid de Geert Wilders aux Pays-Bas, et même d'autres forums pour démocratie qui a été populaire à l'époque, sont tous prédits, ou le soutien, le support pour ces partis-là sont tous prédits par plusieurs choses, mais une des plus importantes dimensions, c'est le cynisme politique ou le sentiment d'anti-établissement. Quand on fait des études ici, au niveau Belgique francophone, là on trouve que c'est surtout le PTB qui surfe un petit peu sur ce sentiment du populisme, même si c'est moins prononcé. Et donc, on a essayé de mettre toutes ces pièces du puzzle ensemble pour voir est-ce qu'on voit des tendances. Et donc, le modèle qu'on essaye d'appliquer ou qu'on propose maintenant, c'est que il y a des facteurs qui distinguent le support pour certains partis qui sont plutôt en commun, plutôt même universel, entre guillemets. Et c'est, par exemple, le conservatisme socioculturel, qu'on appelle l'autoritarisme.
donc l'obéissance dans d'autres autorités, le support pour des idées plutôt traditionnelles, etc. Et une agressivité ou même, disons, surtout une négativité envers ceux et celles qui ne se conforment pas aux normes. Deuxièmement, il y a cette, disons, conservatisme plutôt économique, hiérarchique, qu'on trouve que c'est normal que la société n'est pas égale et qu'il y a certains groupes qui sont plus en haut et d'autres qui sont plus en bas sur l'escalier, entre guillemets. Troisièmement, donc le populisme ou surtout le cynisme envers la politique. Ces trois-là sont déjà... Quand on a ces données-là, on peut prédire pour qui la personne va voter. Oui, avec une certaine proportion de certitude, je dirais. Ouais. Mais il y a des choses uniques. Et là, ce sont des nouveaux thèmes ou plutôt des alignements qui sont uniques peut-être dans certains contextes, mais aussi pour certains partis. Par exemple, quand on regarde l'extrême droite, là, une des motivations, on n'en a pas parlé encore, c'est la migration. Bien sûr. Et là, ça va pas diminuer l'effet d'autres prédicteurs, des idéologies et le cynisme, etc. Mais ça va encore au-delà des prédicteurs qu'on connaisse, augmenter la variance qu'on peut expliquer dans le support pour la droite versus extrême droite, par exemple. Au niveau de la psychologie de l'extrême gauche, là, on trouve que la migration, c'est pas vraiment un thème qui joue un rôle. C'est plutôt être pro anticapitaliste. Ah, oui, mais l'anticapitalisme, c'est disons la particularité qui prédit encore plus au-delà de, par exemple, le populisme. Oui. Donc, si on a des convictions fortement anti-immigration, on peut difficilement voter pour quelqu'un d'autre que le Vlaams Belang. Si on est vraiment anticapitaliste, on vote plutôt PvdA ou PTB. Ça me semble difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on a eu des élections très récemment, et donc on a vu que par exemple le PvdA avait monté en Flandre, il est monté à Bruxelles en termes de score. En fait, il a baissé en Wallonie, ce qui a surpris tout le monde. Et donc ça indique qu'il y a des électeurs qui ont voté la fois d'avant pour le PTB, mais qui n'étaient pas forcément des anticapitalistes convaincus, et qui étaient plutôt là alors, peut-être, par cynisme, peut-être par un côté, on donne un coup dans la fourmilière, il faut que ça change. Et voilà. Et alors, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont passés plutôt au mouvement réformateur. C'est intéressant. Est-ce que, donc, ce que tu disais, qui surfe sur le cynisme du côté francophone, plutôt le PTB. Ah oui. Est-ce que ça aurait pas un petit peu changé récemment? Peut-être que oui, parce que on dit souvent les extrêmes se touchent, et donc dans le CVPol, ici à l'ULB, donc c'est le centre de la vie politique. Certaines études de ce centre-là ont montré que il y a beaucoup de mouvements il y a beaucoup de personnes qui ont voté par exemple pour PTB qui vont dans l'autre direction, et souvent ils vont soit très très proches vers la PS par exemple, ou très très loin. Et donc ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est surtout parce que il y a des motivations en commun qui peuvent dire par exemple support pour, disons, PTB et MR, ou en Flandre PvdA et Vlaams Belang. Et donc c'est pas illogique qu'il y a cette mouvement qui semble un petit peu bizarre ou difficile à expliquer, mais bon, c'est quelque chose qui, quand on parle des motivations en commun versus plutôt uniques, ce sont des motivations en commun qui peuvent expliquer. Qu'est-ce que ce serait alors ces motivations en commun entre PTB et le MR? Le cynisme, mais maintenant je me demande, donc le MR était dans le gouvernement, donc c'est pas vraiment un sentiment anti-établissement, parce qu'ils sont... C'est la particularité, c'est qu'ils ont fait participe-opposition. Ils étaient dans le gouvernement, mais ils n'arrêtaient pas de dire que le gouvernement était nul. Oui. Donc c'est peut-être ça qui a joué. C'est peut-être ça. On en critiquait beaucoup le président du MR pour ça, mais je crois qu'il a compris que le cynisme était un facteur important dans les élections. Ouais, tout à fait.
Donc voilà, on disait le PTB, le Vlaams Belang surfent beaucoup là-dessus. Est-ce que la NVA surfe aussi sur le cynisme ou pas tellement? Selon nos données, moins. Okay. Même si bien sûr, il y a certains politiciens et politiciennes dans ce parti-là qui, selon le thème, vont utiliser un peu de cynisme. Par exemple, quand c'est peut-être un processus plus large qu'au niveau politique, mais quand des membres de notre groupe le font bien, c'est nous. Par exemple, quand les Diables Rouges gagnent, c'est nous qui ont gagné. Et donc, quand ça va pas bien, c'est toujours eux. Ou on divise encore plus quand ça va pas. Ouais. Et donc, peut-être quand on parle de, disons, une décision qui a été prise surtout par les partis verts, peut-être la NVA peut utiliser ce populisme en disant non, c'est pas nous, c'est eux qui ont fait cette décision qui n'est pas tout à fait la meilleure, etc. etc. Ouais. Et une autre différence importante aussi pour parler de la mobilité des électeurs qui peuvent passer d'un parti à l'autre, c'est que avant on disait vraiment qu'on avait été dans une Belgique pilarisée, on était dans le pilier chrétien, on allait à l'école catholique, on avait une mutualité chrétienne et tout ça. Et donc c'était de père en fils, on vote pour le parti catholique. Et que maintenant on est de plus en plus éloigné de ça. Voilà, il y a des générations plus anciennes qui restent encore très attachées au parti dans lequel auquel ils sont attachés. Mais ils sont attachés au parti auquel ils sont attachés. Finalement, en fait, c'est un peu ça. Hein. Et donc voilà. Et maintenant, de plus en plus de mobilité, donc jusqu'à même du PTB jusqu'au mouvement réformateur. Ok, mais donc le sentiment de cynisme qui est un facteur très important. Est-ce que le sentiment de cynisme va jusqu'à expliquer, par exemple, la radicalisation, quand on est vraiment en faveur de presque la violence ou presque une révolution, des choses comme ça? Est-ce que le cynisme peut aller jusque-là? Oui, je pense que on a des exemples historiques, mais c'est vrai qu'au niveau psychologique, que c'est le déterminant pour devenir plus extrême, et ça veut dire non seulement au niveau de nos attitudes, mais aussi au niveau de changer la société, par exemple, et de se mobiliser, par exemple, pour faire de l'action collective, pour être signer des pétitions, ça va encore, mais pour aller dans les rues et de faire des démonstrations souvent violentes, etc., etc. Ouais. Juste pour retourner au point des familles, de support politique, c'est très intéressant parce que c'est une hypothèse, je peux pas tester, mais je crois que un peu le succès électoral des engagés peut être expliqué du fait qu'ils ont changé de nom et que le lien avec la religion catholique, etc., c'est encore là, mais c'est un peu disparu, c'est un peu caché même. Oui, tout à fait. Ils ont Jean-Luc Cruc, libéral social plutôt, donc ils sont un petit peu changé leur positionnement. Ils ont changé au Parlement européen de parti auquel ils s'étaient attachés. Mais je pense aussi que le fait d'avoir changé de nom, ça leur permet de surfer sur ce cynisme et de dire, nous, on est frais, on est nouveau, on est neuf. Alors que c'est un parti qui existe depuis la création de la Belgique. Mais donc je pense que ça peut être un facteur aussi. Donc, une fois qu'on pose ce constat du cynisme, du populisme, de radicalisation parfois, est-ce que tu proposes une solution éventuellement? Comment est-ce que tu vois la suite des événements? Souvent, quand on parle de solutions, il y a deux pistes, je crois, mais les deux pistes ne sont pas trop évidentes. Première piste, c'est stimuler le contact entre des groupes différents et par exemple, de vraiment aller dehors notre silo, notre bouble et d'essayer d'écouter de l'autre côté ce qui se passe et qui sont les choses qui doivent être améliorées, etc., etc. Et donc, ça peut être une initiative de la politique, d'aller dans les rues. On a des nouvelles élections pour octobre, donc de vraiment écouter nos voisins, etc. Mais aussi une initiative au niveau individuel, qu'on est conscient
qu'on a des biais, qu'on a des préjugés, etc. Et que c'est très facile à cause de ce principe, par exemple, d'homophilie, d'éviter de prendre contact avec ou d'écouter, de parler avec quelqu'un qui n'est pas comme nous. Mais si on le fait, peut-être on va avoir plus d'empathie, on va plus être capable de prendre leur perspective, même si on n'est pas d'accord. On peut quand même essayer de comprendre d'où viennent leurs soucis, etc. Et deuxième piste, c'est plutôt réfléchir à notre identité. Ça peut être notre identité politique, mais aussi plus globale ou plus, disons, supraordonnée. Donc, est-ce qu'on se sent plutôt bruxellois, flamand, wallon, ou est-ce qu'on se sent plutôt belge, etc. Est-ce qu'on veut une société où il y a ces silos qui sont, par exemple, tous acceptés, si ça reste non violent, etc., mais qui se touchent pas, ou est-ce qu'on veut plus de diversité, ou est-ce qu'on veut plus de ce qu'on appelle polyculturalisme, qu'on va plus mélanger les idées, etc., pour devenir avec quelque chose nouveau. Et donc, à nouveau, ça peut être une initiative que la politique fait ou prend, mais ça peut aussi devenir quelque chose de nous, parce que c'est nous, l'électorat, qui va créer des conditions dans lesquelles les politiciennes travaillent. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant à réfléchir. Première piste, spécifiquement pour la question de la polarisation. Ça, on va parler de la solution au cynisme peut-être juste après. Mais donc, tu disais une ville très multiculturelle. Nous sommes justement à Bruxelles. Donc, deuxième ville la plus cosmopolite dans le monde. 60% des résidents qui ont une nationalité étrangère. Qui est le premier, si je peux? Dubaï. Ah, ok. Ah, tu savais pas? Tu savais pas que Bruxelles était aussi au deuxièmement. Ok. Ouais, voilà. Ouais. On apprend des choses dans ce podcast, c'est pour ça. Et donc, on a l'occasion de rencontrer c'est beaucoup des Européens, mais c'est aussi les communautés ici du Maghreb, tout ça. Donc, est-ce que alors on arrive, comme tu le proposais, ce constat que comme on a l'occasion de discuter avec des gens différents, avec des origines différentes, est-ce qu'on observe alors moins de polarisation à Bruxelles? C'est une bonne question. Je vais proposer cela comme thème de mémoire pour cette année. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, pendant mon doctorat, j'ai aussi exploré un petit peu la question de la diversité ethnoculturelle et comment les gens réagissent envers cette diversité. C'est là où l'idée de la polarisation a augmenté dans mes pensées et dans ce que j'ai écrit, parce qu'on a trouvé que dans des villes, villages, etc., qui sont plus diversifiés, donc en termes de proportion de personnes issues de la migration, le plus qu'on a trouvé ces réponses extrêmes. Donc, statistiquement, ce qu'on a trouvé que quand on pose la question, est-ce que vous souhaitez, par exemple, plus de migration ou non, ou est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase j'aime beaucoup les personnes issues de la migration. Complètement en désaccord, complètement d'accord, 5. Et toutes les options au milieu. Et donc, ce qu'on a trouvé, et c'était une étude aux Pays-Bas, parmi des personnes qui habitent dans les 50 villes la plus diversifiées. On a trouvé que dans Amsterdam, Rotterdam, etc., où il y avait beaucoup de personnes issues de la migration, que là, il y a plus de polarisation en termes de réponse 1, complètement en désaccord, complètement contre la migration, mais aussi en proportion de 5, qui sont très pro la migration et qui sont ouvertes à les accueillir, à apprendre, par exemple, des autres coutumes culturelles, etc., etc. Donc, le milieu n'était moins présent dans des quartiers ou dans des villes plus diversifiées. Ce qui est intéressant, on dit toujours average Joe. Et donc, quand on regarde les chiffres, il y a encore beaucoup de personnes au milieu, sans doute, mais moins que ou plus dans des villes qui n'ont pas de diversité, qui sont plus homogènes, etc.
Et donc, je me demande, à Bruxelles, il y a les conditions vraiment qui offrent les pistes envers la solution, entre guillemets. Donc c'est intéressant, parce que moi, j'aurais pensé le contraire. C'est quand on a l'occasion de rencontrer des gens issus de l'immigration, des étrangers, on est plus polarisé que le contraire. Si j'ai bien compris. On est moins au milieu. Oui, mais c'est quelque chose qui se passe entre nous. Donc, par exemple, si moi je suis un peu plus négatif, par exemple, envers la migration, si j'habite à Bruxelles, je vais devenir peut-être quelqu'un qui dit et si si tu, par exemple, es plus pro, tu deviens encore plus convaincu. Ça accélère, ça donne un petit coup d'accélérateur dans le... Oui, et c'est plutôt un facteur de consolidation de notre opinion. C'est ça. Oui. Ce que j'allais dire, donc, on peut observer les résultats électoraux, justement, à Bruxelles. Et donc, comme je disais, le PTB a monté. Alors, évidemment, il faut nuancer parce que tout ça est très compliqué. Hein. Les histoires de good move, les histoires de politique vis-à-vis de l'abattage des animaux, etc. Enfin, on peut pas juste regarder le facteur du cynisme ou de la multiculturalité. Et aussi le fait que les étrangers en fait ne votent pas. Donc ça, c'est un facteur important. Mais donc, en fait, les partis qui ont monté, c'est effectivement le PTB et le MR. Donc, effectivement, moins ceux qui sont au milieu. Oui, voilà. Oui. Sauf dans la communauté néerlandophone. Ah oui. Là, c'est Groene. C'était, comment il s'appelle encore? Je suis désolé, j'oublie tout le temps son nom. Fouad Aïdar. Yeah. Ouais, c'est ça. Tu peux rappeler son nom? Aïdar, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fouad Aïdar? Oui. Ok. Ouais. J'ai du mal à retenir son nom, malheureusement. Désolé pour ça. Donc lui, et puis Groen aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Même si lui, peut être considéré comme populiste, mais je sais pas trop parce que je connais pas son programme de cœur. Il a clairement été chercher des francophones pour aller voter sur les listes néerlandophones histoire d'avoir un boost, ce qui est une technique qui est pas tout à fait démocratique, mais ça. Oui, c'est un peu bizarre. Bah, c'est unique dans le contexte bruxellois. Parce que on a un système institutionnel un peu qui penche un petit peu pour favoriser la communauté néerlandophone. Oui, en termes de numériquement, les proportions, plus la représentation, oui. Et là, il en a profité. Alors que il est bilingue, hein, mais je pense qu'il a été chercher des voix. Oui, il faisait partie de SPA, donc Vooruit avant qu'ils aient changé leur nom. Ouais. Voilà. Mais donc voilà, c'est un exemple Bruxelles qui peut-être effectivement va dans le sens effectivement du côté francophone plutôt. Donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que on observe d'autre? Donc voilà, on parlait de solutions, de ce qu'on observait vis-à-vis de la polarisation. Tu disais peut-être plus rencontrer des gens, mais en fait finalement tu me dis quand on rencontre des gens différents, on a un coup d'accélérateur. Est-ce que j'ai mal compris? Oui. Et c'est très chouette qu'on parle de ce point-là. J'ai parlé de ce qui se passe dans des quartiers ou des villes diversifiées. Mais donc, la diversité n'est pas égale au contact intergroupe. Et donc, c'est là où on trouve qu'il y a cette auto-ségrégation, par exemple, où il y a des quartiers, par exemple, où il y a beaucoup de diversité, mais d'autres, il y en a peu. Et donc, pour plusieurs raisons, des raisons économiques, etc., mais aussi la question de cette homophilie. Même dans des quartiers diversifiés, souvent, on va être capable à éviter des contacts avec des personnes qui ne sont pas comme nous. Cela étant dit, quand on peut aller au-delà de la ségrégation et vraiment mélanger des quartiers, par exemple, ou vraiment stimuler des contacts intergroupes, ça peut être une partie de la solution, vraiment. Mais ça, c'est assez rare de trouver des... si on peut faire la combinaison entre diversité, donc une représentation des personnes issues de la migration, par exemple, et beaucoup de contacts entre les groupes dans la société, peut-être là, on peut surpasser cette polarisation. Mais donc c'est intéressant parce qu'alors on observe donc à Bruxelles, je théorise, hein, mais on observe à Bruxelles que donc PTB et MR donc qui surfent vraisemblablement plutôt sur le cynisme et sur cette envie de
de changement voilà, un peu anti-establishment, d'une certaine manière, même si pour le MR, c'est particulier. Et donc, qui serait alors un exemple de, puisque Bruxelles a beaucoup de diversité, ce serait alors la preuve mathématiquement que, encore une fois, c'est un facteur parmi d'autres, mais que les différents groupes sociaux à Bruxelles ne se parlent pas forcément, qui restent entre eux, et donc ils ont de plus en plus des idées qui vont... les différents groupes sociaux vont valider leurs propres idées, vont se retrancher sur leurs propres convictions. Et donc alors, on voit peut-être augmenter les scores des partis qui surfent sur le cynisme. Ouais. Ce serait ça? Oui, mais à nouveau, ça me semble tout à fait normal et humain de préférer ce qui est comme toi, ou de préférer un peu ce qui était le cas déjà pendant des années, etc. Et donc, tu as aussi utilisé le mot multiculturel. Ça, c'est à nouveau quelque chose qui est lié à cette identité. Et donc, le multiculturalisme n'égale pas, ou n'est pas égal à la diversité, par exemple. Et donc, pour moi, le multiculturalisme, c'est une des stratégies, une des mesures pour traiter la diversité. Donc, on en a plusieurs. On peut donner des exemples de l'Afrique du Sud, par exemple, qui a à l'époque, avec l'apartheid, choisi de traiter la diversité parce qu'il y avait beaucoup de diversité, qui ont dit, ah oui, on va ségréger la société, etc. On veut un monoculturalisme avec une culture, la culture blanche, qui est la norme, et tout le reste est en dehors, est marginalisé. Là, on ne trouve pas cette stratégie à Bruxelles ou en Belgique de cette façon. Le multiculturalisme, ce sont les silos, les cultures séparées qui sont acceptées d'être là, qui font partie de la société, mais comme j'ai dit, qui ne se touchent pas vraiment. Et donc, le interculturalisme, là, on a vraiment l'attitude ou le policy de faire rencontrer ces groupes-là, mais c'est pas facile. Et à Bruxelles, on est plutôt interculturalisme ou plutôt multiculturel? parce que moi, j'ai l'impression on est diversifié. Oui, j'ai l'impression qu'on reste très fort entre nous et que voilà, on est... Les gens qui habitent à Uccle ou à Woluwe ne connaissent pas forcément beaucoup de gens qui habitent à Laken et à Molenbeek. Voilà. Ah oui. Très bien, mais donc tout ça, c'est vis-à-vis de la polarisation. Donc si on va toucher maintenant au cynisme, ce sentiment donc qui est de plus en plus constaté de anti-système, anti-establishment, méfiance, voilà. Là, est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'on pourrait procéder pour un petit peu s'attaquer au cynisme? Oui, à nouveau une question très très intéressante qui n'a pas de réponse facile, mais rétablir la confiance d'une certaine manière, ça sera le job numéro 1 pour la politique, surtout parce que si on regarde aussi dans d'autres pays les chiffres et qui supporte ou qui a confiance dans le gouvernement, etc., ça tombe et ça tombe. Donc je pense que il faut resocialiser les gens dans le système gouvernemental, dans la démocratie. Beaucoup de gens ne supportent plus la démocratie et veulent qu'il y ait un autre système. Ici en Belgique aussi, qui veulent plutôt quelque chose autoritaire, etc. Ou avec pas des sondages, mais des votes comme en Suisse. Oui, des référendums, c'est ça, ou des votations et tout ça. Oui. Et un autre truc qu'on observe, c'est des gens qui sont déçus parce qu'on a une démocratie très très représentative, on a plein de parlements, tous les électeurs belges doivent voter obligatoirement, et donc voilà. Et puis ensuite, tout le monde se dispute pour faire des coalitions, mais il y en a qui voteraient qui auraient envie qu'on dise le premier en termes de score, c'est lui qui a le pouvoir tout seul. Donc c'est pas tout à fait autoritaire, mais c'est un peu moins démocratie très bureaucratique qu'on a. Un peu comme aux États-Unis que the winner takes it all ou la France. État. Oui, là-bas aussi. Ouais, c'est ça. Même si là on voit aussi cette polarisation très très visible dans les deux côtés. Ils découvrent ce que c'est la Belgique. Ouais. Ok, mais donc pour revenir donc sur qu'est-ce qu'on peut faire pour
s'attaquer au cynisme. Ouais, peut-être quand tu parlais des coalitions, peut-être là il y a le problème que il y a pas vraiment d'efficacité dans le gouvernement. Ah oui. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de débats, etc. Et on reste là. Et donc Inertie très fort. Ouais. Oui. Et toutes les décisions importantes sont reposées ou reportées pour le prochain gouvernement, etc. Et donc c'est là, je crois, mais c'est plutôt anecdotal, que la plupart des cyniques politiques ont trouvé disons, le défi le plus important, ou leur méfiance, leur colère même vient de ce débat éternel qui ne propose pas de solution concrète, parce qu'il y a des problèmes dans notre société, il y en a plusieurs, et donc chaque problème, quand le gouvernement ne propose pas de solution, peut être utilisé comme motivation par d'autres partis. Et aussi le fait qu'on doit souvent former des coalitions avec des socialistes et des libéraux, ou voilà, c'est un peu là-dessus que ça bloque en ce moment au niveau fédéral. Ça fait que inévitablement il y a des évolutions très très lentes, où c'est difficile de dire maintenant on va faire un changement très à gauche ou un changement très à droite, puisque il y a forcément des blocages, et c'est ce qu'on observe pour le moment. Et donc cette inertie renforce le cynisme. Oui. Je pense que oui, tout à fait. Mais donc c'est très compliqué, parce que je demandais une solution, moi. Je voulais une solution. Je pense qu'il n'y a pas de composition idéale, parce que... Est-ce que quand on arrive sur des systèmes plus autocrates, plus winner takes it all, etc., est-ce que là, on observe que il y a moins d'inertie, moins de cynisme? Peut-être que oui, mais même là, on trouve que souvent ça revient au milieu. Peut-être quand on regarde par exemple à nouveau les États-Unis, je suis désolé, mais beaucoup d'études ont été faites là-bas. Tous les changements qui ont été introduits par Barack Obama à l'époque, Obamacare par exemple, ont été opposés ou même annulés par Trump et vice-versa. Donc on se trouve peut-être avec plus de decisiveness, mais peut-être oui, une inertie, mais peut-être plus sur une dizaine d'années que sur une semaine. Ok, mais par exemple, je pense à la Hongrie de Viktor Orban, ou la Pologne, des exemples comme ça, où ils ont vraiment été très très à droite. Est-ce que là, est-ce que les Hongrois et les Polonais sont cyniques, ou bien est-ce que... Oui. Je pense que là, peut-être on peut trouver l'inverse, mais j'ai pas lu ou j'ai pas fait des études là dans ce contexte-là. Mais maintenant, par exemple, en Hongrie, disons, le conservatisme a devenu le norme plutôt. Et donc, les cyniques qui sont contre l'établissement font peut-être être plus progressistes et contre le gouvernement ou les mesures qu'Orban a pris. En Pologne, ça peut être un peu plus nuancé encore, parce que là, c'est pas vraiment une partie qui a gagné tout, mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de prédicteurs de support pour certaines politiques ou pour certaines parties, et je pense que l'identité polonaise / disons catholique est très très important là pour soit soutenir ou non le gouvernement. Mais quand on parle de la diversité, là, on a eu beaucoup de démonstrations, par exemple, pro LGBTQIA+, etc., qui montrent que même dans cette société-là qui a l'air d'être plus homogène ou plus ou moins immersif, que même là, on trouve que il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec les mesures et qui vont démontrer, se manifester, etc. Donc, il y a je pense peut-être c'est une polarisation, peut-être non. Mais c'est compliqué à dire. Mais donc, on revient sur cette idée que les longues négociations qu'on a en Belgique, cette inertie, ça renforce le cynisme. Mais donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce cynisme? Oui, parce que oui, c'est une très belle question, parce que je trouve même que c'est pas mal en théorie d'avoir une variance en termes d'idées et d'attitudes. Et si tout le monde pense la même chose,
bah bon, on va prendre des décisions très très vite, mais c'est peut-être pas les meilleures décisions. Donc le fait que en Belgique, mais aussi dans d'autres démocraties, on accepte les divergences et on va essayer, pardon, de trouver une solution, c'est quelque chose euh, qu'on doit quand même stimuler, qu'on doit apprendre à peut-être apprécier. Oui, c'est pas une critique de ma part, hein. Mais donc je cherche ce que les politiciennes peuvent faire pour résoudre ou améliorer la situation vis-à-vis du cynisme. Est-ce que tu as des idées? Peut-être encore plus mettre en évidence leurs résultats, parce que souvent on a l'impression qu'il n'y en a pas, ou pas beaucoup, et ou montrer et redéfinir ce qu'ils ont fait qui était pas mal. Par exemple, des décisions qui ont été prises pendant la crise Covid. Il y avait des mesures, et on peut en parler si c'était des mesures, les meilleures mesures ou non, mais qui ont quand même baissé le nombre de cas, etc., qui ont été pris, assez vite. Et là, le gouvernement peut réfléchir, peut même à nouveau mettre en évidence, regarde ce qu'on a fait là, si on veut, si c'est vraiment nécessaire, on peut aider la société. Mieux communiquer, avoir les meilleurs PR au gouvernement pour montrer les résultats. Oui, mais à nouveau, je ne sais pas si les cyniques regardent les RTBF ou le VRT souvent. Donc peut-être ils ont leur propre réseau d'infos, plutôt en ligne, sur Facebook ou d'autres. Peut-être qu'ils seront jamais atteints par le message du service public. Ok. En fait, je repose tout le temps, je reviens sur cette question de comment améliorer le cynisme, parce que dans un papier de recherche que tu as publié, tu estimes que les politiques devraient s'excuser. Oui, ça peut être aussi un bon début. Peut-être pas s'excuser, mais reconnaître, reconnaître qu'ils n'ont pas géré. Oui. Oui, effectivement. Ça dépend un petit peu de thème qu'on regarde, mais au plusieurs niveaux, ils ont raté. Et si c'était un examen ici à l'ELB, c'était moins que 10 sur 20, par exemple. Et donc, je pense que c'est un bon début d'être honnête et de dire, OK, la façon dans laquelle on a pris certaines décisions n'était pas idéale. On s'excuse et on propose une nouvelle solution ici. C'est difficile, bien sûr, et je pense que on a parlé des tendances humaines, par exemple, de chercher ce qui est comme nous, etc., d'autoségrégation, etc. Je pense que la tendance à ne pas se pardonner est plus large que être capable de vraiment reconnaître qu'on était... Ouais. Je ne sais pas si un parti qui, au moment des élections, dit on n'a pas été très bon, désolé. Je suis pas sûr que ça marche très bien après pour avoir des votes. Oui, peut-être juste après, parce que en Flandre, par exemple, le VLD a été détruit presque. Et là, le Premier ministre, il a pleuré. Il s'est excusé, il a dit non. Donc on va vraiment recommencer. Mais après un échec. Oui. Donc là, c'est plus facile, bien sûr. Et du côté des libéraux francophones, donc si on part du principe qu'on a cette lecture de dire qu'ils ont surfé sur l'anti-establishment, sur l'envie de changement, la critique constante, etc. C'est l'opposé, en fait. On ne peut pas faire ça et s'excuser d'avoir mal géré juste après. Enfin, c'est deux stratégies très, très opposées. Et on voit qu'électoralement, ça a plutôt marché pour les francophones et pas trop pour les néerlandophones. Ok, mais donc cette notion de présenter ses excuses, est-ce qu'il n'y a pas presque un jugement de valeur de ta part si on dit les partis traditionnels au centre, doivent ou devraient ou pourraient s'excuser pour après être mieux perçus et diminuer le cynisme, cynisme qui va donc nourrir la polarisation et les extrêmes, donc le Belang et le PTB. Est-ce qu'il n'y a pas, dans ton chef, dans ta personne, une idée de les extrêmes, c'est pas bien? Ce qui est mieux, c'est les partis traditionnels. Oui, c'est une observation très, très utile
de ma part aussi parce que je suis chercheur et j'essaie dans mes recherches d'être neutre ou aussi neutre que possible. En même temps, je suis citoyen belge et je dois voter, je dois réfléchir au parti aussi. Et c'est vrai que l'idée démocratique, c'est d'inclure toutes les opinions. Donc aussi aller dans la discussion avec des personnes de Vlaams Belang, avec des personnes ou des politiciennes, PTB, etc. On a bien sûr des étapes historiques qui ont été prises ou des décisions comme le cordon sanitaire qui bloquent pour l'instant une participation des extrêmes, surtout de l'extrême droite, dans notre gouvernement. Et au niveau scientifique, je me demande si c'est la meilleure solution et est-ce qu'on peut pas changer cela pour voir ce qui se passe quand les extrêmes sont dans le gouvernement et quand les extrêmes deviennent l'établissement. Et donc, est-ce qu'ils et elles vont être punis qui montrent que c'est assez grave. Non, mais donc si les cyniques changent quand ils n'ont aucune raison pour être une curiosité de ta part en tant que chercheur. Oui. Donc je parle comme c'est ça. Purement théorique. Ouais, je pense qu'il y aurait d'autres conséquences nettement plus graves que la question du cynisme. Ouais. Mais donc oui, tu disais, c'était à la fois chercheur, tu essayes de travailler de façon factuelle, avec une certaine neutralité dans ton travail, et en même temps, tu es citoyen belge. Donc, comment est-ce que tu combines les deux? Oui, c'est difficile parce que je sais que les questions qu'on se pose, même si après avoir posé cette question, tout ce qui se passe au niveau d'une étude, donc la récolte de données, les analyses, le rapport qu'on écrit ou l'article scientifique qui a été publié, tout cela est objectif ou neutre et on utilise vraiment des méthodes dures, on dit, des hard sciences. Donc c'est pas juste je suis en train de réfléchir tout ce que je fais depuis 1 heure avec toi là. Oui, non. Mais bon, je sais que d'où viennent nos questions, c'est une motivation souvent personnelle. On a des biais. Oui, on a des biais ou par exemple, si je me demande, qu'est-ce qui arrive avec des membres des groupes stigmatisés en Belgique, est-ce que les gens réagissent plutôt en termes de solidarité ou est-ce qu'ils sont très très négatifs et d'où viennent ces raisons? Choisir ce sujet, oui, c'est déjà un biais de ta part qui dit oui, que tu te ça vient pas de n'importe où. Voilà, on devine que tu ne votes pas pour le Vlaams Belang si tu choisis un sujet comme celui-là. Oui, c'est difficile pour des personnes qui sont chaleureux, par exemple, envers même s'il y a des personnes issues de la migration qui votent Vlaams Belang pour d'autres motifs ou peut-être même pour des motifs anti-establishment. Oui, mais aussi même préjugés qu'on est contre par exemple l'arrivée d'encore de nouveaux arrivés ou nouvelles arrivantes parce que on est ici et après quelques générations par exemple on est fiers d'être dans le groupe belge. Il y a peut-être 50 ans, on avait beaucoup de discrimination contre les Italiens par exemple. Il y avait des panneaux qui disaient ce magasin est interdit aux chiens et aux Italiens. Aujourd'hui, on a des gens issus de cette communauté-là qui seraient plutôt anti-immigration. Oui. Donc c'est un cycle qui se répète. Même si la diversité est moins visible là, il y a la familiarité aussi en termes de langue, français par exemple, italien. Voilà, mais donc c'est un exemple de ou le choix d'être. On a en tant que immigrant, on a plusieurs choix à s'acculturer. Donc, est-ce qu'on garde notre propre culture ou non? Est-ce qu'on apprend ou est-ce qu'on essaye d'appliquer la culture de la société d'où on vient, d'où on arrive, oui ou non? Et donc, la combinaison entre ces deux dimensions peut faire que, par exemple, quelqu'un a fait le choix de s'assimiler et de dire, je laisse tomber mon héritage italien dans ce cas et je deviens 100% belge, si c'est quelque chose ou non, une identité belge qui a été prise. Il y a des personnes qui souhaitent intégrer les deux, l'origine versus la nouvelle culture. Il y a des personnes qui laissent tomber les deux, qui se marginalisent. Il y a des personnes qui se séparent et qui ne veulent rien faire avec
la culture belge, mais qui restent ou qui souhaitent de garder leur culture d'origine, par exemple italienne. Voilà, donc on a digressé là sur le sujet de gens. Non, mais c'est normal. On fait beaucoup ça dans ce podcast. Donc sur les personnes donc issues d'immigration qui votent pour les extrêmes anti-immigration. Mais donc je reviens sur toi. Et comment est-ce que tu gères tes biais, tes positionnements politiques, tes convictions politiques, et comment est-ce que tu fais en sorte que ton travail reste neutre? Est-ce que c'est possible que ton travail reste neutre? Ou est-ce qu'il est obligatoirement entaché, ou il est obligatoirement impacté par toi, qui tu es, tes positions, tes idées? Oui. Je pense que c'est vrai que le travail en soi reste neutre, mais les idées et aussi les discussions que j'ai avec mes collègues, etc., sont souvent inspirées par ce qui se passe dans la société. Donc, votre lecture de ce qui se passe dans la société. Oui, tout à fait. Oui. Et en plus, cette tour d'ivoire dans laquelle on parle, je trouve que c'est vraiment à nous maintenant, parce qu'on reçoit beaucoup d'argent de la société, de les citoyens belges, de refaire l'effort de faire, par exemple, faire des podcasts comme ça et de parler de ce qu'on a appris de notre étude. Donc, c'est vraiment, on peut s'inspirer, mais on peut aussi informer le débat politique, ou juste faire que les gens soient conscients de leur biais. Moi aussi, je suis conscient que la façon dans laquelle je choisis mes questions de recherche peut être inspirée par n'importe quelle valeur que j'ai. Donc c'est une balance très très délicate qui, oui, on dit souvent que le monde académique n'est pas représentatif disons de l'électorat, parce que ils ont proportionnellement plus de personnes à gauche que à droite, ou que dans le reste de la société. C'est quelque chose que à nouveau qu'on doit être très très conscient sur cela, parce que même dans le monde académique, ça peut arriver qu'il y a certaines opinions qui ne sont pas trop bienvenues et qui sont peut-être ignorées, même si ces personnes-là qui ont choisi leurs propres questions, qui montrent leurs propres résultats, doivent être inclus dans le débat, je trouve, et que on doit écouter, on doit lire les papiers que souvent on n'aime pas lire. Pour donner l'exemple, j'ai parlé de Bowling Alone. C'est Robert Putnam, le politicologue, qui a écrit ça, qui a eu une influence énorme aussi dans la société américaine dans ce cas. Donc, il a été invité par Barack Obama aussi pour parler de ses études, parce que en 2007, il a publié un papier, E Pluribus Unum, qui a montré que dans des contextes plus diversifiés, il y a beaucoup de résultats négatifs. Il y a presque que des résultats négatifs. Il a parlé de moins de confiance, moins de solidarité, moins de bénévolat, plus de préjugés, plus de négativité. Et quand on parle de moins de confiance, il a montré que c'était en général, que c'était envers, par exemple, des personnes immigrées, mais aussi ce qu'on appelle confiance dans notre de groupe, donc le confiance dans des personnes qui sont comme nous. Et ça, c'était un papier que je trouve qui a eu un rôle dans la psychologie politique, par exemple, et surtout dans mon domaine de recherche, les relations intergroupes, qui a eu une telle influence, mais c'était nécessaire de montrer ces résultats pour stimuler un débat. Et que 7 ans après cette publication, il y avait 100 papiers qui ont testé cette hypothèse dans d'autres pays, par exemple aux Pays-Bas, moi en Belgique, ou en Allemagne, mais aussi aux États-Unis. Et on a trouvé qu'il y avait une diversité dans les résultats sur la question de la diversité. Il y avait des papiers qui ont montré une association comme Putnam, qui montre qu'il y a beaucoup disons, attitudes négatives sur la diversité. Il y a d'autres qui ont montré que c'était lié avec des choses positives, par exemple plus de contacts intergroupes, etc. Moi, j'ai souvent trouvé des résultats zéro,
que ça n'a, quand on regarde au niveau sociétal, qu'il n'y a pas d'effet. Et là, c'est là où j'ai trouvé qu'il faut aussi inclure le niveau individuel. Parce que le fait qu'on trouve que la diversité n'était pas liée, par exemple, à la confiance, c'est parce que pour certaines personnes, c'était lié avec plus de confiance et pour d'autres, c'était lié avec moins de confiance. Et là, on trouve cette dynamique, cette polarisation qui n'est peut-être pas visible encore au niveau sociétal, mais qu'on peut voir aussi dans nos données. Et je pense que la solution, entre guillemets, est pareil que pour la société ou le débat politique au niveau des citoyens et citoyennes. Je trouve que le moment qu'on ignore une certaine partie des publications ou qu'on veut pas parler avec un ou une collègue qui a des valeurs différentes, c'est là où on oublie qu'on est chercheur académique et que... Si on freine sa curiosité, on n'est pas un très bon chercheur. Oui. Mais donc c'est intéressant parce que tu donnais le constat donc de ce papier de recherche, donc c'est dans les années 90 alors c'est ça ou... 2007. Le grand papier, oui. C'est ça. Et donc tu disais, enfin le papier qui disait dans un contexte avec la diversité, plus de méfiance par rapport aux étrangers, du coup, voilà, l'exogroupe, c'est ça? Oui, oui. Et aussi par rapport à l'endogroupe. Oui. C'est un exemple où je me dis, un chercheur pourrait regarder ça et se dire, la présence de l'exogroupe, la présence des immigrés est un problème puisqu'on a moins confiance entre nous. Et donc, c'est une lecture biaisée puisque un autre chercheur aurait dit, mais non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça. Et donc, un chercheur est difficilement neutre alors dans un exemple comme celui-là. Il y a cette question de recherche, il y a l'interprétation des résultats. Et là, je trouve que si on trouve cette association négative, disons, si on trouve que la diversité est liée avec des problèmes, là, il faut juste rapporter ce qui en est. Et on peut réfléchir comme personne, moins plutôt que comme chercheur, chercheuse, que comment résoudre ce problème-là. Mais le fait de ne pas parler, Robert Putnam avait l'option de ne pas publier ce qu'il a trouvé. Et il a publié, il a stimulé un débat énorme. Par exemple, toi, tu as vu ce papier et tu t'es dit, je vais aussi m'intéresser alors au niveau individuel parce que ça doit expliquer. Voilà, quelqu'un d'autre aurait peut-être regardé les résultats et ne se serait pas intéressé au niveau individuel et ils auraient juste publié les premières observations au niveau sociétal. Oui. Et c'est un choix qui est impacté par des biais, par des positions, par une certaine lecture. Ouais. Et donc, tu vois que j'ai du mal avec cette notion de les chercheurs sont neutres. Hein. Ah oui. Mais moi aussi. Ça va alors. Ouais. Non. Mais par exemple, le fait que j'ai choisi d'inclure le niveau individuel, c'était plutôt parce que j'étais formé par mes profs, par exemple, au niveau politique, qui regardent souvent les idéologies, par exemple, comme prédicteurs d'attitudes politiques ou envers la migration, etc. D'autres chercheurs qui, leur propre opinion, je connais pas nécessairement, mais qui, par exemple, souvent ont regardé les idées, les théories de menaces, etc. On inclut ce variable-là et on trouvait que c'est vrai que la diversité peut augmenter la menace en même temps que le contact et qu'il y a ces deux chemins. Une, c'est positive, entre guillemets, que la diversité stimule le contact qui réduit les préjugés ou qui augmente la tolérance. Et le chemin négatif, comment dire, c'est que la diversité peut stimuler ou peut augmenter les sentiments de menace qui se traduisent au niveau attitudinal comme plus de préjugés, moins de tolérance, ou au niveau politique comme plus de votes pour des extrêmes. Sentiment d'insécurité ou ce genre de choses. Oui, ou de sentiment de nostalgie de temps en temps, que à l'époque c'était mieux, ou de plutôt compétitivité avec maintenant on est ici avec plus de personnes ou dans une proportion que je ne connais pas ou qui est pas comme nous, et on doit battre pour le même job, on va perdre notre propre culture, nos coutumes qui étaient si précieux, etc., etc. Donc, tous ces facteurs peuvent jouer un rôle aussi. Oui.
le fait que il y a cette présence de diversité ou de proportion de personnes issues de la migration peut inciter beaucoup de processus. Et je pense que même aujourd'hui, on n'a pas trouvé chaque variable qui est liée avec la diversité. Donc, c'est pour ça que je veux encore plus me focaliser sur ça, ou comme on vient de parler des prédicteurs du cynisme. Je pense que il y a des études, mais pas encore beaucoup. Donc, c'est un domaine qui, de n'importe quelle classe ou famille idéologique ou politique qu'on vient, que ça vaut la peine de quand même examiner des trucs qui sont liés avec le cynisme ou les attitudes politiques. Ouais. Oui. On va bientôt terminer. On arrive au bout des 70 minutes. J'avais une question que j'avais oublié de poser tout à l'heure vis-à-vis de, tu disais, des expériences positives avec, par exemple, des personnes issues de l'immigration vont diminuer le cynisme et vont diminuer la polarisation, etc. Est-ce qu'on peut observer aussi l'inverse? Personne qui a une expérience négative avec une personne issue de l'immigration et qui du coup va se renfermer sur l'idée que voilà. Mais donc plus de contact avec l'exogroupe, c'est pas forcément positif. Ça peut ça peut donner des expériences négatives aussi. Oui. Donc il y a plusieurs façons de mesurer ce contact-là. Et à l'époque, c'était juste fréquence. Et le plus de contact était lié avec moins de préjugés, moins de biais, etc. Donc c'était un résultat peut-être normal, quoi. Puis on a fait la différence entre type de contact, et ça peut être négatif, ça peut être positif. Là, et maintenant c'est un débat encore dans la littérature, mais les premiers papiers qui ont sorti montraient que des contacts négatifs, même si c'est moins fréquent, ont une influence beaucoup plus large que des contacts positifs. Donc la fortitude ou la magnitude d'une expérience négative peut même détruire cette expérience positive. Donc c'est vraiment... Quand tu parles d'expérience, c'est obligatoirement contact face à face, ou bien est-ce que ça peut être... Voilà, par exemple, cette semaine, on a eu... dans l'actualité, il y a eu ce fait qu'à Anvers, il y a des jeunes qui ont volé une ambulance, et donc j'en parle parce que Bart de Wever a réagi en disant c'est toujours le même profil, on n'est pas étonné quand on les a vus. Bon, il dit pas explicitement que c'est des Maghrébins, mais en fait c'est ça qu'il veut dire. Et donc est-ce que ça compte comme expérience de contact négatif avec l'exogroupe? Oui. Donc, quand on parle des contacts, ça peut être direct, comme nous avons aujourd'hui, mais ça peut être indirect. Et donc, là, il y a plusieurs facteurs. Il y a les médias qui peuvent... et dans les médias, pour être honnête, il y a aussi ce biais de négativité. Un événement négatif est plus newsworthy, donc il y a plus de... négativité. Oui. En même temps, on a ce qu'on appelle... la connaissance d'un membre d'un autre groupe qui a des expériences positives ou négatives avec l'exogroupe. Donc, moi maintenant, je connais beaucoup de francophones belges en tant que néerlandophone belge parce que je travaille à Bruxelles. J'habite près de Gand où il y a pas beaucoup de diversité en termes de langue, pardon. Et donc, pour mes amis flamands, eux, ils me connaissent et ils savent que j'ai des expériences et je te dis honnêtement, ils sont beaucoup positifs, mais aussi de temps en temps négatifs. Et donc, si j'en en parle, ça peut changer leurs opinions. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, même si ces effets sont moins prononcés. Et l'intimité du contact est aussi très, très important. Les interventions qui marchent le plus pour réduire les préjugés sont quand on arrive à l'université, on a un roommate qui vient de notre groupe. Parce que là, souvent, on devient des amis, on a des liens plus intimes que si on est dans la boulangerie et on achète un croissant. Il y a aussi beaucoup d'expériences neutres qui n'ont aucune intensité, etc. Et donc, ça peut changer, mais ça va pas changer beaucoup. Oui.
le fait que traverser la taalgrens, la frontière linguistique, soit plus compliqué que si on parlait tous la même langue, fait que il y a moins de contacts, donc moins d'expériences positives, plus d'histoires négatives dans les médias, par exemple. Et donc c'est un facteur qui doit aussi un petit peu accélérer le cynisme et la polarisation. Est-ce que oui, quand on parle des groupes linguistiques, mais ça c'est historiquement, c'est normal que notre pays est divisé dans des régions qui sont dominées par une certaine des deux langues ou des trois langues, il faut dire. Mais oui, c'est là où à cause de ou grâce à cette ségrégation, on a des mesures, par exemple, par les médias ou par les contacts indirects qui peuvent jouer un grand rôle. Parce que c'est normal que toi, tu ne vas pas à Anvers chaque semaine pour parler avec des personnes. C'est sûr. Mais même en Wallonie, je vais pas souvent, donc oui. Ça, j'ai appris après mes 3 ans ici que les Bruxellois ne sortent pas de Bruxelles. Non. Que dans les têtes de beaucoup de personnes néerlandophones belges, Bruxelles et Wallonie, c'est la même chose. Oui, quoi. Ce sont des francophones belges. Ou ce sont des wallons, mais même si... attention. Oui. Donc, il faut faire attention avec l'identification de chacun et chacune. Ah, c'est clair. Oui, ça, j'ai appris ici. Et c'est très enrichissant aussi pour moi pour voir cette dynamique-là. Et je suis à chaque fois un petit peu triggered quand quelqu'un parle de la Belgique à l'étranger et il dit « Oui, il y a la Flandre et la Wallonie ». Il faut dire Bruxelles aussi. Enfin voilà. Donc ça c'est une histoire de Belgique. Une autre question que j'avais oublié de poser, c'était est-ce que il y a une vérité dans l'idée de dire que les groupes, en fonction de l'âge, ont des positionnements politiques différents? Est-ce que c'est vrai de dire que quand on est plus jeune, on est plus à gauche, quand on est plus vieux, on est plus à droite? Oui, mais c'est pas le facteur le plus important. Mais oui, on trouve une corrélation âge et conservatisme, âge et support pour des partis aussi conservatrices, etc., conservateurs. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est lié au cynisme ou pas directement? Oui, aussi. Oui. Mais donc, quand on parle des facteurs démographiques aux États-Unis, à nouveau, on parlait des angry white men qui supportent Trump ou n'importe, mais on retrouve ça en Belgique ou dans des études où on prend en compte le genre, l'âge, etc., éducation, revenus, etc., jouent un rôle. Mais quand on introduit, par exemple, les facteurs idéologiques, le cynisme, des attitudes envers des propres thèmes qui sont uniques ou qui sont des motivateurs, par exemple, immigration, etc., on voit que le rôle des... l'âge oui, ça diminue ou ça devient... Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que plus on est vieux, plus on est cynique ou pas forcément? Oui, mais c'est pas que c'est 1 sur 1. C'est pas quelqu'un qui a 50 ans doit être plus cynique que quelqu'un qui a 30 ans. Une tendance, une moyenne. Oui. Donc tu parlais des angry white men aux États-Unis. Un truc qui était un exemple que tout le monde reprend régulièrement, c'est la quote de Hillary Clinton, où elle avait parlé de donc ces gens-là, cet électorat-là, en disant les deplorables. Oui. En français, on dirait les déplorables. Je sais pas si ça marche très bien, mais. Oui, j'ai vu une commentaire qui s'appelait les déplorables. Ah, ok, voilà. Oui, en français, on dirait peut-être même des gens. Non, ce serait pas des déchets, mais c'est un peu l'idée de dire. C'est pathétique, quoi. C'est des gens pathétiques, quoi. Bon, c'est un peu ça l'idée. Et donc, qui alors renforce, peut-être ce genre de commentaires renforce la polarisation et le fait de dire il y a eux et il y a nous et on n'est pas ensemble. Peut-être on a dû commencer avec cet exemple. Parce que, est-ce que ça, c'est la solution? Donc, on a cette schisme dans la société, on a un groupe où il y a tendance que une certaine partie de la population n'est pas d'accord et veut un changement. Et donc, en stigmatisant ce groupe, parce que c'est vraiment un label, une catégorisation très, très forte, très, très négativement négative. Est-ce que ça, c'est la solution? Est-ce qu'on doit essayer quand même d'avoir un discours plus inclusif qui
qui reconnaît qu'il y a des soucis parmi cette population. Ce qu'on observe, c'est que ce genre de discours, ce genre de stigmatisation accentue le sentiment anti-élite et donc la colère. Et c'est mon impression, c'est ma compréhension qu'une large partie des gens qui votent encore Trump, il y a un très fort sentiment anti-establishment, anti-élite, les élites de New York, de Wall Street, de Washington, de Californie et tout ça. Et donc, justement, je parle de ça parce que cette semaine, il y a eu le mémorial du 11 septembre aux États-Unis. Donc, c'était il y a 2 jours, la date où on enregistre ce podcast. Et Trump, non, pas Trump, Biden est allé visiter, je ne sais pas exactement où c'était, dans le Midwest, je présume, une caserne de pompiers. Et il tombe, c'est défilmé, sur plein de gens avec des casquettes Trump, des enfants qui étaient là, avec j'imagine qu'ils ont été habillés par leurs parents avec plein de t-shirts avec Donald Trump en très grand et tout ça. Et Biden il a fait quelques blagues au sujet à ce sujet-là, mais globalement, il a été cool. Et il y a même cette image de lui qui, c'est presque choquant, mais il met la casquette du pompier, qui est une casquette Trump. Voilà. Bon, là, on est à l'opposé de la quote avec les deplorables de Hillary Clinton. Et effectivement, ce qu'on observe dans la vidéo, c'est que les gens ont l'air un peu plus friendly, un peu plus amicaux entre eux que s'il est arrivé là en les insultant, c'est déjà très différent. Donc c'est un exemple qui je pense, illustre pas mal ton propos. Il n'a rien à perdre, bien sûr, Biden. Ah oui. Mais quand même, c'est vrai que après avoir été élu, il a eu ce message que je suis le président de tous les Américains, toutes les Américaines, etc. Donc il a quand même essayé d'être plus inclusif ou en incluant, parce que c'est vraiment, on en parlait. Je pense que la raison que la plupart des études a fait aux États-Unis, c'est que c'est un contexte simple et c'est anglophone, et donc le monde académique malheureusement reste encore très anglophone ou anglophonisé. Oui, un exemple de Biden qui était donc président de tous les Américains, c'est que il était tout à fait transparent par rapport au fait que, par exemple, il considère que Mitch McConnell, qui est une figure importante dans la House of Representatives, la Chambre des représentants aux États-Unis, il disait c'est mon ami, voilà, il y a pas de souci. Donc ça, il a jamais été très polarisant lui-même. Il a toujours été, mais c'est peut-être aussi parce qu'il est vieux. Peut-être aussi un facteur qui fait que il vient d'une époque où on était moins polarisé. Oui, peut-être, Voilà, donc on a parlé de beaucoup de choses. Merci beaucoup pour cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Parce qu'on a traversé pas mal de sujets. Oui, c'est vrai. J'ai rien à ajouter, sauf que la dernière chose de laquelle tu parles m'a inspiré parce que j'ai lu un article sur c'était Tobak et De Hane, donc 2 politiciens anciens, des 2 familles. On a parlé des familles politiques très séparées qui apparemment étaient très amicales. Et donc il y avait sans doute des coalitions et des débats sur la coalition à l'époque qui étaient très difficiles entre sur plusieurs partis belges, mais cette amitié personnelle a quand même aidé un petit peu des discussions tenses. Et donc je me demande si c'est pas ça qui manque encore. Est-ce que les politiciens sont amis entre eux encore aujourd'hui? Il y a un exemple de quelqu'un qui est ami avec personne, ce serait Georges Boucher. Parce que il est fâché avec Bart de Wever, il est fâché avec Conor Rousseau. En tout cas, c'est ce qui revient régulièrement. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment d'idée d'amitié. Oui, Conor Rousseau et Bart de Wever, on appelle cela le bromance un petit peu. Mais non, mais un exemple qui vient dans ma tête maintenant, c'est que avant les élections qu'on a eues, c'était Melissa de Prater de Vooruit, la présidente, qui a apparemment, dans un débat, dit, avant de parler avec Raoul Hedebo de sujets politiques, je veux poser la question si tout va bien avec toi parce que j'ai entendu que tu as perdu ton père. Et donc, là, c'est vraiment humaniser l'autre. Calculer, mais oui. Oui, ça peut être, oui, tout à fait. Mais quand même, oui. Si c'est honnête, si c'est genuine, ça peut pave the way pour une discussion moins polarisée, etc. Bon, et l'autre exemple qui vient, c'est
pense qu'il y a quand même des atomes crochus entre les gens les engagés et les gens du MR, où on sent qu'ils s'entendent assez bien. Oui. L'exemple qui, moi, me marque et que je reprends tout le temps quand on fait les comparaisons avec les États-Unis, avec la France, etc. Mais c'était il y a déjà plus de 10 ans. Hein. C'était au moment où il y avait les élections avec des politiciens qui ont disparu depuis, qui sont Joël Milquet, Mevrouw Ney et Didier Reynders. C'était sur un plateau de RTL. Et à la fin, le journaliste sur le plateau dit à Didier Reynders, voilà, on va bientôt se quitter. Si vous deviez expliquer aux téléspectateurs pourquoi il ne faut surtout pas voter, qu'est-ce qui est vrai, en quoi est-ce que Joël Milquet est vraiment pas bien, pourquoi, voilà, de ça. Je sais plus exactement comment il l'a dit, mais et à ce moment-là, Didier Reynders dit mais non, je ne vais pas faire ça, je vais l'embrasser, c'est mon ami. Et puis il traverse le plateau, il fait un bisou et puis l'émission s'arrête. Et ça, c'est inimaginable, par exemple, en France ou aux États-Unis, etc. Donc, mais c'est vrai que c'est moins le cas aujourd'hui que je pense il y a 10-15 ans. Ça évolue à ce niveau-là. Ouais. Très bien. Les choses ont évolué. On verra comment les choses continuent à progresser. Merci beaucoup. Réunion dans 10 ans. Ouais, c'est ça. On va débriefer dans 10 ans. Merci beaucoup pour ces 70 minutes, Jasper. Avec plaisir. Et à très bientôt.